Salut à tous, ici Michael et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui on va voir comment réaliser l'animation que vous avez sous les yeux. Donc c'est vraiment un travail pratique qui va nous permettre de voir différentes choses. Tout d'abord comment rajouter du bloom, donc cet effet de flou lumineux qui va être basé donc sur la valeur d'émission de lumière de certains de nos matériaux. Et cette émission ne va pas être continue au cours du temps, il va y avoir une variation relativement aléatoire et qui va donner cet effet donc de clignotement qui est assez sympa. Donc ça c'est avec le Eevee, ça va nous permettre de faire un rendu relativement rapide. Vous pouvez voir qu'en temps réel, je peux me déplacer, voir mon animation, etc., etc., passer en mode édition. Donc ça c'est vraiment l'avantage de la force du moteur de rendu Eevee. Et on verra ensuite comment obtenir le même résultat avec Cycle, qui est tout de suite beaucoup plus réaliste, notamment au niveau des éclairages sur le mur et au niveau du focus de la caméra. Donc voilà. Alors pour ceux qui souhaitent voir uniquement les matériaux et non la partie modélisation, je vais mettre les timestamps donc dans la description, c'est-à-dire vraiment l'échelle de temps. À partir de ce moment-là, c'est les matériaux, à partir de ce moment-là, c'est la modélisation, là c'est l'animation de matériaux, etc., etc. Et normalement, avec les nouvelles versions de YouTube, en bas, sur la timeline, vous pouvez cliquer directement sur ce qui vous intéresse. Donc ça c'est pas mal. Je vais aller de suite dans un nouveau fichier Blender et on va commencer la modélisation. Alors par où commencer? On va commencer tout simplement par le texte, ensuite son pourtour on va dire, et enfin les étoiles et le mur, et après on verra les matériaux. Alors, le texte normalement, j'en ai jamais parlé lors de mes vidéos, sachez que c'est un type d'objet à part entière. On va pas s'amuser à faire une modélisation dite polygonale, donc point par point ou polygone par polygone, pour obtenir notre texte. Ce serait perdre du temps. Je rappelle que vous avez les raccourcis clavier en bas à droite de la vue 3D. Pour ceux que ça intéresse, c'est parfois un peu plus simple pour suivre les tutos. Donc je supprime le cube de base, je vais passer en vue dessus avec la touche 7. Et je vais faire Shift A. Et là, Blender lui-même classe les types d'objets que je peux rajouter. On a l'émaillage, les courbes, les surfaces, etc. Et on a quelque chose qui s'appelle texte. Donc ça nous arrange. Je vais cliquer dessus. Et là, j'ai bien mon texte qui apparaît. L'avantage, c'est que si je passe en mode édition avec tabulation, c'est tout simplement un éditeur de texte classique. Donc je peux supprimer mon texte et je peux taper hôtel. Petit inconvénient, il n'y a pas de manière simple dans les paramétrages pour faire un texte vertical. Donc je suis obligé de faire H, entrée, O, entrée, T, entrée, E, entrée, L. Et là, on est pas mal. Donc là, c'est nickel. Pas tout à fait. Pas tout à fait, pourquoi? Parce que mon texte, par défaut, il est aligné à gauche. Donc ça, c'est pas génial, parce que du coup, notre texte est bien aligné par rapport à l'axe ici, mais moi, j'aimerais bien que chacune des lettres soit alignée par rapport à la précédente horizontalement. Donc ça vient d'un petit paramétrage présent ici dans paragraphe. On a bien quelque chose qui s'appelle alignment, et j'ai le horizontal and vertical. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre au milieu pour chacun des deux. Donc je vais cliquer sur horizontal et je vais mettre l'alignement en center. Et pareil pour le vertical, je vais mettre center. Et là, j'ai bien mon texte qui a été centré, que ce soit horizontalement et vertical par rapport à l'origine de mon objet. Donc maintenant, comment obtenir cet effet-là de tour lumineux? On pourrait très bien convertir mon texte en mesh, créer des subdivisions, faire un matériau invisible au milieu et un matériau luminescent autour. Mais moi, j'aimerais bien que vraiment le centre de mon objet, il n'y ait pas de face. Pour des questions d'optimisation, par exemple. Et ça me permet également de vous montrer comment on fait. Donc ceci, ça vient de quoi? Ça vient de Blender qui, par défaut, fait ce qu'on appelle un remplissage de ma forme. Le remplissage, il est présent ici, dans le Fill Mode. Au début, par défaut, il me remplit automatiquement le texte. Moi, je vais mettre None. Et là, qu'est-ce qui se passe? Blender, en fait, il m'indique toujours qu'il y a un texte. Physiquement, il est présent pour lui, mais il possède un volume de 0. Donc il n'est pas vraiment présent en termes de rendu. Si on va faire un rendu, il ne sera pas vraiment visible parce que le volume est de 0 vu que la forme n'est pas remplie. Donc c'est une forme entre guillemets qui est abstraite. Voilà. Donc une fois que j'ai ceci, l'avantage c'est que je vais pouvoir rajouter de l'épaisseur sur cette forme-là avec un bevel. Donc le bevel vous connaissez. Normalement si je vais ici dans géométrie, j'ai bien quelque chose qui s'appelle bevel et on a la profondeur de ce bevel qui par défaut est à 0. Et si je l'augmente ici, vous pouvez voir que ça rajoute de l'épaisseur. Donc moi je vais mettre à 0,01 mètre. Normalement c'est très bien, ça me satisfait. Donc une fois que j'ai ceci, petit CTRL S, on ne sait jamais. Ce que j'aimerais c'est faire cette forme présente autour de mon objet. Alors il y a différentes manières de modéliser. Donc comme j'ai dit souvent au cours de mes vidéos, le plus important en 3D, le plus difficile, c'est de se dire comment je vais pouvoir modéliser cette forme-là. Sachez qu'il y a toujours 50 possibilités. Là, je pourrais faire une courbe, je pourrais partir d'un cercle, l'extruder, faire un spin, une autre extrude, et avec un objet de type miroir, faire une duplication en 4 pour obtenir vraiment le tour de mon objet. Moi, je vais vous montrer encore une autre solution. Je vais partir d'un carré. Donc ça peut paraître bizarre, mais vous allez voir, vous allez rapidement comprendre comment je vais faire. Je fais Shift A, Mesh, Plane. Je peux réduire un petit peu sa largeur, augmenter considérablement sa hauteur,
comme ceci pour entourer mon objet. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bevel sur mes 4 angles. Donc le bevel, on a l'habitude de le faire sur des volumes en 3D pour adoucir des angles qui relient différentes faces. Mais sachez qu'il existe également la possibilité de faire un bevel sur un point. Et du coup, ça fait un bevel sur les arêtes jointes à ce point. Le raccourci clavier pour faire un bevel classique, c'est CTRL B. Donc on pourrait se dire intuitivement, CTRL B me permet de faire pareil. Eh bien non, c'est pas si simple. Le raccourci clavier, c'est CTRL, SHIFT et B. Et là, je peux même faire un bevel. Mon bevel, là, il fonctionne pas trop, on est d'accord. Hein. Donc au passage, si vous voulez obtenir des triangles, manière assez rapide de le faire. Donc là, mon bevel ne fonctionne pas trop. Pourquoi? Mais parce que mon échelle d'objet a été modifiée et elle n'a pas été appliquée. Donc Blender, il ne sait pas trop comment ça se passe. Sachez que la plupart du temps dans Blender, quand vous avez des soucis de proportions qui ne sont pas respectées ou autres, ça vient de l'échelle qui n'a pas été appliquée. Donc prenez toujours le réflexe d'appliquer cette échelle. Donc qu'est-ce qui se passe derrière en théorie dans Blender? Si vous allez ici, vous pouvez l'ouvrir avec la touche N, c'est un raccourci assez pratique à connaître. On a quelque chose qui s'appelle Scale, qui par défaut est en 1, 1, 1. C'est normal, quand on rajoute un objet, Blender ne va pas s'amuser à nous rajouter un objet qui n'est pas à l'échelle déjà. Donc là, j'ai modifié mon échelle. Donc on a bien du 0,6, 2, 7, 1, parce qu'on n'a pas changé le Z. J'ai modifié mon échelle, mais j'ai pas dit à Blender, ok, cette échelle, tu peux la prendre en compte comme une échelle classique, validée pour mon objet, et en gros, je dois l'appliquer. Donc ceci, je l'ai déjà expliqué, mais c'est important parce que j'ai souvent la question qui revient. Donc si je fais CTRL A, j'ai une pop-up qui apparaît et qui me demande d'appliquer différentes propriétés de mon objet. Donc soit la location, la rotation, le scale, les transforms, etc. etc. Donc nous, c'est vraiment l'échelle. Et si j'appuie sur scale, donc échelle en anglais, j'ai bien mon échelle qui passe en 1, 1, 1 sur la droite. Donc ça, c'est nickel. Maintenant, si je passe à mon édition et que je fais CTRL-SHIFT-B, j'ai bien mon bevel qui s'effectue correctement. Donc moi, je ne vais pas m'embêter. Hein. Je vais faire les bevels sur les 4 angles. Donc avec Shift, je sectionne les 4. Je fais CTRL-SHIFT-B et je peux faire mon bevel comme je le souhaite. Des coups de molette vers le haut pour ajouter des subdivisions. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc maintenant, j'ai ma forme. Comment rajouter cette épaisseur comme on a sur notre texte, hein, parce qu'on peut voir ici que c'est uniquement le pourtour, sur mon objet. Donc là, pareil, différentes possibilités, je vais vous en montrer une. Je passe en mode édition. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est supprimer cette face. Mais garder quand même le tour de celle-ci. Donc si je fais X ou supprimer, c'est le même raccourci clavier, et que je supprime la face, qu'est-ce qui se passe? Mais Blender, certes, il supprime bien la face que je sélectionnais, mais il supprime également les arêtes et les points qu'il utilisait pour créer cette face-là. Donc la face, en gros, c'est comme s'il y avait une question d'héritage. La face était constituée de points et d'arêtes, donc Blender, il s'embête pas, il supprime tout. Donc je vais faire CTRL Z. Je peux, malgré tout, indiquer à Blender de supprimer uniquement la face, mais de garder quand même les éléments qui la composent. Donc pour ce faire, c'est X, et je vais cliquer sur Only Faces. Et là, ça me supprime bien la face, mais j'ai bien, comme tout à l'heure, en fait, un petit peu pour le texte, une forme autour de mon objet qui est présente. Donc là, comment rajouter de l'épaisseur? Je vais vous montrer une stratégie. Je vais convertir tout simplement cet objet en courbe. Ça tombe bien, c'est que des arêtes, donc je peux le faire facilement. C'est pas un objet en 3 dimensions à proprement parler. Donc pour ce faire, je vais aller dans Object. Normalement, il y a quelque chose qui s'appelle Convert To, qui est présent ici. Et je vais cliquer sur le premier, Curve from Mesh Text. C'est-à-dire que je veux convertir à partir d'un maillage, c'est ce que j'ai pour le moment, je veux une courbe. Donc je clique dessus. Et là, si j'appuie sur tabulation, on voit que de suite, j'ai une courbe que je peux modéliser avec les propriétés donc d'une courbe. L'avantage de ceci, c'est quoi? C'est qu'en descendant, eh bien, j'ai exactement le même paramétrage par rapport à ce que j'avais tout à l'heure sur le texte. J'ai le bevel. Donc là-bas, je peux également mettre du depth, comme tout à l'heure. Donc je pourrais remettre la même valeur, comme ça on est sûr que c'est la même. Mais moi, je vais vous montrer autre chose. J'avais déjà expliqué au cours d'une vidéo, mais pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est intéressant. Je vais rajouter un objet de type curve qui est un cercle. Je vais le réduire. Et en sélectionnant ma forme globale, je vais indiquer à Blender, mon bevel object ne prend pas une valeur classique, tu prends tout simplement ce cercle-là. Et du coup, mon depth, il est locké, il est grisé, donc il n'y a plus de possibilité de le modifier. Mais par contre, en temps réel, je peux modifier l'épaisseur avec cette courbe-là. Donc ça, c'est pratique. Ça permet d'obtenir une valeur beaucoup plus souple qu'une valeur manuelle, parce que là, je peux le changer comme je le souhaite. Par rapport à mon image de référence, ouais, je pense que là, on est pas mal. Et je peux ensuite sélectionner ma courbe. Je peux augmenter un petit peu sa taille, parce que je trouve qu'elle était trop proche du texte. Et je peux le reconvertir. Donc pour convertir, je peux retourner dans Object Convert To. Sinon, dans Blender, automatiquement, quand on travaille sur un objet de type courbe, je peux faire clic droit et Convert to Mesh. Alors que l'inverse n'existe pas. Là, je suis en maillage. Si je passe en mode édition, on voit bien que c'est un mesh. Si je fais clic droit, je peux pas faire un convert. Et je peux supprimer mon cercle qui m'a servi de faire l'épaisseur de mon objet, mon bevel. Petit souci, on a ceci là. C'est-à-dire
du shading flat. On voit toutes les transitivités, toutes les transitions, pardon, entre mes faces. Donc je vais sélectionner mon objet, je vais faire clic droit, Shade Smooth, et de suite ça adoucit, c'est beaucoup plus propre. Ok, donc maintenant je vais modéliser les étoiles. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, le plus difficile en 3D c'est de se dire quelle forme je vais commencer pour modéliser l'objet que je souhaite. Alors une étoile c'est quoi? C'est différentes branches, donc on pourrait d'abord faire des triangles, puis les dupliquer de manière circulaire, ouais, mais les étoiles qu'on a là, c'est quoi? C'est 5 branches, et chacune de ces branches possède 2 points en commun. Donc si on fait un calcul rapide ou si on compte tout simplement, en fait on a 10 points qui constituent une étoile à 10 branches. Donc comment rajouter une étoile à 10 points? Je vais rajouter un cercle. Donc je vais me masquer 2 secondes parce qu'on va avoir des paramétrages présents en bas à gauche ici. Si je fais Shift A et que je rajoute un objet de type maillage, pardon, cercle, et que je clique ici sur Add Circle, j'ai le nombre de vertices, c'est-à-dire le nombre de edges, d'arêtes. Par défaut, il a 32. Je vais le mettre à 10. Et je vais me rafficher. Coucou. Parce qu'on n'a plus besoin de ces paramétrages-là. Je vais le mettre sur le côté et vous allez très vite comprendre. Maintenant, si je passe en mode édition et que je sélectionne un point sur 2, comme ceci, et que je fais S, ben vous voyez qu'on peut obtenir facilement une étoile. Vous voyez, c'était pas compliqué. C'était pas du tout compliqué et l'avantage c'est que je peux passer en mode édition, tout sélectionner avec A, faire une extrusion avec E, l'annuler avec échappe et avec S, je peux changer son échelle pour obtenir un objet comme ceci. Et là, j'ai mon étoile qui est modélisée, je peux tout sélectionner et avec E, je peux faire une extrusion pour rajouter de l'épaisseur. Et donc là, j'ai mon étoile qui a été correctement modélisée et qui est pas mal, qui ressemble à peu près à ce qu'on avait ici. Donc je peux réduire sa taille, je peux également avec Alt et Shift sélectionner tout l'intérieur et pourquoi pas l'épaissir un petit peu parce que je trouvais, épaissir l'intérieur du coup pour réduire l'épaisseur justement de l'étoile parce que je trouvais qu'elle était un petit peu trop épaisse. Et donc là je peux en mettre une ici et il me semble que j'en avais mis 3 donc je peux l'aligner comme je le souhaite à peu près là. Et au lieu de faire des duplications, ce que je vais faire c'est que je vais aller ici dans modifieur, je vais rajouter un modifieur de type Array. Par défaut il me le met en X. Je vais mettre 0 en X. Je rappelle que le Array permet de créer un tableau d'éléments, c'est-à-dire, pour faire simple, des duplications selon différents axes, X, Y ou Z. Moi, je les veux en Y. Donc là, si je tape 1, ça me le met en haut. Donc je vais mettre -1.1. Comme ça rajoute un petit offset ici. Je ne sais pas de combien je l'avais mis. Voilà, ça me paraît pas mal. Et en count, je vais mettre 3. Bon, je peux peut-être en rajouter un peu plus même. Voilà, comme ceci. Et je peux le mettre ici, pourquoi pas l'aligner sur le H. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter le plan qui va me servir de mur en fait. Je vais faire Shift A, Mesh Plane, et je peux augmenter sa taille. Et maintenant, on est pas mal. Je vais pouvoir commencer à positionner ma caméra et ensuite on fera les matériaux. Donc je vais tout sélectionner avec B et sélectionner tous les éléments, à savoir mon texte, mon tour de texte et mes étoiles. Et je vais faire une rotation en X de 90 degrés. Et donc là, on est pas mal. Donc là, je suis sur le moteur de rendu Eevee. C'est-à-dire que si je passe ici, en Viewport Shading Preview Mode, j'ai déjà un pré-calcul de matériaux qui va s'effectuer en fonction des paramétrages que vous avez dans Blender. Donc je peux passer en vue caméra en appuyant sur 0. Et l'avantage, c'est que si je vais maintenant dans View et Lock Camera to View, je peux déplacer ma caméra en déplaçant ma vue 3D et je peux me mettre comme ceci à peu près, comme on avait sur mon rendu qui me sert d'exemple. Donc par défaut, c'est un rendu en 16 neuvième horizontal, donc c'est le plus commun parce que c'est tout simplement la forme basique de nos écrans actuels, que ce soit de PC, de télévision, etc. Mais je peux le changer facilement en allant ici, dans le Output Properties, voilà c'est ça, j'étais peu sûr de mon nom, et en inversant les valeurs. Donc par défaut, on est en 1920 par 1080, qui est le Full HD standard et classique, qui est devenu courant de nos jours. Donc je vais faire l'inverse, 1080 par 1920. Et là, j'ai bien un rendu qui va être du coup de manière verticale. Alors, je ne sais pas exactement comment je m'étais orienté. Ouais, je fais un petit peu vers le bas pour donner un effet un petit peu cinéma. Voilà, comme ça. Ça me paraît pas mal, je pense. Ok. Donc maintenant, différentes choses. On verra le flou à la fin, le focus. Faut que j'y pense. Maintenant, on va voir les matériaux. Donc pour faire les matériaux, je vais aller dans le Display Render Preview. Du coup, là, c'est vraiment le rendu comme on l'aura à la fin lorsqu'on va appuyer sur la touche F12, le rendu final.
une preview, parce qu'il y a moins de samples, mais ça s'y apparente. Je vais supprimer la lampe de base qui nous sert à rien. Et je vais pouvoir travailler sur mes matériaux. Le premier matériau que je vais faire, c'est tout simplement le mur. Donc le mur, il n'est pas compliqué. Je vais créer un nouveau matériau. Je peux l'appeler mur, tout simplement. Et en haut à droite, sur ma petite fenêtre de Outliner, je vais mettre du Shader Editor. Donc ce que je vais faire là, normalement, vous savez déjà le faire. Vous devez le maîtriser si vous avez déjà vu quelques vidéos sur comment réaliser des matériaux PBR facilement. J'ai des textures à présenter ici que je vais tout simplement glisser et déposer. Je mettrai tout ça bien évidemment dans la description. Je relie la color à la color. Je relie la roughness, à la roughness et le normal. Je rappelle que pour le faire, je dois rajouter un vecteur de type normal map et je peux relier la couleur à la couleur et la normale à la normale. Et je vérifie bien, des fois elle est fait de manière automatique en fonction du signal qu'il capte de la texture, mais je vérifie, là par exemple, ça n'a pas fonctionné, que mon color space soit bien en non-data pour la roughness et la normale. Et donc là, on a déjà ma première texture. Je peux modifier les UV de mon panneau, donc de mon mur qui est derrière, parce que là c'est beaucoup trop étiré par défaut, donc je vais aller dans le UV Editor, je passe en mode édition, je vais tout sélectionner, et avec S, je vais considérablement étirer mon objet jusqu'à obtenir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Et donc là, on est pas mal. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mes matériaux qui clignotent. Donc dans un premier temps, uniquement un matériau lumineux, puis ensuite un matériau qui clignote. Et vous allez voir qu'on va devoir faire quelques astuces pour que ça réagisse bien sur mon objet présent ici. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans le World Properties et l'intensité donc de mon World, donc c'est en fait une lumière passive, par défaut elle a 1. Moi, je vais la réduire considérablement. Je vais la mettre à 0,1 ou 0,2. Voilà, on va la mettre 0,2 et en fonction du résultat final, on pourra le changer. Et je vais sélectionner par exemple mon texte, hôtel. Donc là, je l'avais mis, donc j'avais fait du rouge et du vert pour le tour. On va faire pareil, tout simplement. Je vais sélectionner l'outil Material Properties, je vais faire New et je vais l'appeler LED rouge, par exemple. Voilà, comme ça on créera le rouge et le vert. Et je vais aller dans le Shaders Editor. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le Principal BSDF. Je n'ai pas besoin, je vais faire Shift A. Et je vais rajouter un shader de type émission qui est présent ici. Et je peux relier l'émission à ma surface. Là, vous allez voir que la puissance de ça, c'est que je peux choisir déjà la couleur facilement. Donc là, il est censé être rouge, donc je vais le mettre à rouge. Et je peux également choisir son intensité. Donc je vais le mettre par exemple à 20. Et là, vous allez voir qu'il ne se passe pas grand-chose. On a bien une lumière qui est diffusée, mais le EV ne l'affiche pas correctement. Pourquoi ? Parce qu'on peut rajouter du bloom. Le bloom il est présent ici, dans le Render Properties, et si je clique dessus, on voit que de suite, ça nous rajoute un flou lumineux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je peux également sélectionner l'Ambient Occlusion, et je peux également mettre, quoique l'Ambient Occlusion, on va l'enlever parce que sinon on va avoir des soucis par la suite. Je vous expliquerai pourquoi. Je peux également activer le Screen Space Reflection pour rajouter des petits reflets. Donc là, par défaut, on les voit pas trop. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est éloigner un petit peu mon mur du texte. Il faudrait en fait modéliser pour faire quelque chose de propre, modéliser quelque chose qui... Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, pardon, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Pour modéliser quelque chose de propre, il faudrait vraiment faire comme quelque chose qui fait tenir notre objet ici à notre mur. Parce que là, c'est pas très réaliste, on a l'impression que le truc vole un petit peu. Mais on est obligé d'éloigner, pourquoi ? Parce que là, si je fais Screen Space Reflection, j'ai bien des reflets qui sont projetés sur mon mur. Alors que si mon mur, il est complètement collé à lui, ben en fait, Blender, il n'a pas le temps de calculer les reflets qui peuvent être émis par notre lumière. Donc je vais le mettre ici. Je vais le décaler un tout petit peu. En vue de dessus, je peux passer en wireframe et je vais le décaler comme ceci. Donc voilà, pour que ce soit réaliste, comme je vous ai dit, il faudrait modéliser des attaches ici. Mais bon, là, on n'en est pas là. Ok, donc là, j'ai la première partie de mon matériau qui est réalisée. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est le faire clignoter. Donc au passage, vous pouvez aller dans le Screen Space Reflections et désactiver le Half Ray Trace, c'est-à-dire que la résolution sera un petit peu plus importante, un petit peu plus de qualité lors des calculs de mon rendu. Donc comment faire clignoter ceci ? Ben, peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais la touche I qui permet de verrouiller des positions d'objets, par exemple lorsqu'on fait des animations, permet également de verrouiller des paramétrages numériques dans Blender. Donc si ici j'étire hop là cette fenêtre là, comme ceci, je vais appuyer sur I. Donc là du coup ce paramétrage, vous voyez, il passe en jaune.
Et ça indique bien en Blender, vous voyez, il y a une keyframe ici, que le paramétrage est verrouillé en fonction du temps. Donc je peux passer en Graph Editor, je vais dérouler ceci, le LED rouge, Shader Node Tree, je vais cliquer sur la valeur, si je dézoome elle est présente à 20, donc ça c'est tout simplement une courbe qui représente mon paramétrage, et si je vais ici, en cliquant sur Default Value, j'ai quelque chose qui s'appelle Modifier, et je peux cliquer sur Add Modifier et rajouter du noise. Et le noise ça fait quoi? C'est qu'en fait ça m'a rajouté un côté aléatoire en faisant des variations sur cette valeur, et du coup cette valeur va varier, et donc ça va me faire clignoter mon objet. Donc par défaut, l'intensité est pas très importante, donc je vais pouvoir y toucher. On a l'échelle qui permet en fait d'étaler en quelque sorte ce changement de paramétrage. On a surtout la force. Et la force, ça va me permettre, vous voyez, de faire changer plus ou moins cette valeur. Vous la voyez, elle change ici. Elle passe de 17 à 20, à 21, etc. Donc je vais tout sélectionner et je vais faire G et le tirer vers le bas pour avoir quelque chose qui s'approche de 0. Donc au début, je l'ai mis à 20 vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais là, l'avantage, c'est que ça va me permettre d'avoir des chutes qui des fois vont arriver vers 0. Donc si ça passe en négatif, c'est pas très grave. Si je mets un négatif, d'ailleurs, par curiosité, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il n'y a plus d'émission. Donc je peux le mettre ici, et c'est pas mal. Et l'avantage, c'est que ce modifier, il est non destructif. Donc je peux facilement changer sa force, si je veux plus ou moins de reflets. Je peux changer son échelle si je veux. En gros, l'échelle, ça va être la période à partir de laquelle il va y avoir des changements aléatoires. Donc si je mets une longue échelle, ça va être très adouci, donc on va quasiment pas avoir de variation. Vous voyez que la variation est très lente, alors que si je mets une échelle très très faible, il va y avoir beaucoup de variations. Voilà. Donc je vais le mettre comme ceci. Je peux également sélectionner mon étoile, mettre le même matériau, LED rouge, et je vais cliquer sur le petit 2, qui va me permettre donc de dupliquer mon matériau. Pourquoi? Parce que là, si je lance l'animation, on va avoir les clignotements au même moment. C'est pas génial. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir deux choses différentes. Donc là, je vais pouvoir bouger l'offset, changer un petit peu la strength et la scale pour avoir des variations qui ne sont pas les mêmes entre les objets. Et là, on voit que déjà, il y a une désynchronisation entre les moments où mes valeurs vont changer. Donc pareil, je peux sélectionner mon tour. Je vais resélectionner le LED rouge 2, par exemple. Je vais sélectionner dessus, ça me le renomme. Cette fois-ci, je vais le mettre en vert. Il me semble que je l'avais mis vert, ouais, voilà. Un vert assez blanc, comme ceci. D'ailleurs, le rouge, je trouve qu'il n'était pas assez rouge, mais bon. On peut le rebouger si on le souhaite. Voilà. Et mon vert, pareil, je peux le mettre un petit peu plus dans les tons du vert bleu, un petit peu turquoise. Et pareil, je peux cliquer sur ma note. Alors si vous voyez qu'en bas, vous n'avez pas les courbes, c'est parce qu'il faut cliquer d'abord sur, donc, soit sur l'objet, soit directement sur la node associée au paramétrage que vous voulez modifier. Le sélectionner, tout simplement ici ou sur la gauche. Et ensuite, vous pouvez donc rechanger l'offset, la force également, si vous voulez que celui-là clignote un petit peu plus. Et l'échelle, on peut le changer, le mettre voilà, comme ceci. Et là, on a vraiment deux types de variations différentes. Je ne suis pas trop satisfait de mon vert. Bon, on va le mettre voilà, comme ceci. Et donc là, on est pas mal. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire le focus de la caméra. Et je pense qu'on sera bon. Donc je vais sélectionner ma caméra. Comme ceci. Donc le focus de caméra permet quoi? Eh bien, je vais arriver à la sélectionner. Voilà, je la sélectionne. Je vais aller ici dans le petit onglet Object Data Properties. Je vais cliquer sur Depth of Field. Et ça va permettre de nous donner vraiment cet effet de flou sur le tour et d'avoir un focus au centre de notre caméra en fonction de la longueur qu'on lui a donnée. Donc là, mon Depth of Field est présent et j'ai bien une distance de focus, une distance focale, focus distance. C'est pas tout à fait la focal length, pardon. C'est pas tout à fait pareil, mais bon, la distance de focus qui est de 10 mètres. Mais c'est un petit peu difficile de savoir, là, 10 mètres ce que ça représente quand on n'a pas les échelles en tête, qu'on n'a pas modélisé à l'échelle, etc. Donc l'avantage, c'est que je peux aller ici dans le Viewport Display et cliquer sur Limit. Et en fait, quand je change ici le Focus Distance, on voit que j'ai bien la limite qui change. Et donc ça, c'est pas mal parce que ça me permet déjà de faire une petite rotation en Z pour bien le centrer. Quoique je vais faire exprès de l'excentrer. Voilà, je vais faire comme ceci. Voilà, je vais mettre le focus ici. Je regarde qu'il soit à peu près là où je veux que mon image soit un peu plus nette. Et si je revais en mode soit pré-rendu, soit rendu, tout simplement, je peux jouer avec le f-stop.
Donc si je mets à 0, on a du flou partout autour. Vous voyez, sauf ici. Et si j'augmente un petit peu, on a du flou qui se met un petit peu plus de manière étalée au bord de mon objet. Donc moi, je vais le mettre à 0. Bon, je vais le mettre à 0, vraiment pour faire un truc assez vénère en termes de focus. Et je peux faire un petit F12 pour voir ce que ça donne. Et on a bien un rendu avec le focus sur le bord et du flou sur les côtés. Donc pour faire un rendu de l'animation, c'est très simple. Je peux faire render animation. Avant de faire ça, si vous voulez votre animation en format vidéo lisible par n'importe quel logiciel, il faut passer en AV RAW ici et en RGB. Sinon, ça va être en black and white. Par défaut, normalement, il y a un RGB. Et je vais vous montrer l'avantage du Cycle. C'est que si je passe sous Cycle, vous allez voir que les éclairages présents contre le mur sont beaucoup mieux calculés. Donc vous voyez que là, on se rend compte que du coup, le depth of field est peut-être un petit peu trop important en ce qui concerne le f-stop. Je vais mettre à 0,2. Et là, si je passe, bien évidemment, en GPU Compute et que je fais un petit F12, vous allez voir que l'éclairage en fait présent contre le mur, vous voyez, est beaucoup plus réaliste de la sorte comparé au Eevee. Le Eevee, en fait, il essaie, grâce au Screen Space Reflection, d'envoyer de la lumière et de simuler des reflets sans grande précision, alors que l'émission, là, est vraiment important dans le Cycle. La grande différence, c'est que l'émission dans le Eevee, c'est juste un effet visuel qui est rendu possible grâce au Bloom, alors que l'émission dans Cycle va carrément rajouter une source lumineuse. Donc c'est ça la différence. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Donc je vous montre un petit peu ce que donne l'animation. Voilà, on a donc un scintillement qui est totalement indépendant entre les trois objets. Et je trouvais le travail pratique de faire ça sur une pancarte assez sympa plutôt que faire sur un cube simple. Maintenant vous pouvez modéliser des sables laser ce que vous souhaitez. Vous avez tout en main pour le faire. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à vous dire si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.